Lors d'une cérémonie formelle, au milieu d'uniformes impeccables et de regards hautains, une fillette de 7 ans monte sur scène avec un carnet aux couleurs de l'arc-en-ciel. « J'ai apporté une liste de nouvelles règles, » dit-elle. Le silence est total. Personne ne sait qu'à partir de cet instant, l'école la plus exclusive de Paris ne sera plus jamais la même. Chapitre 1. Le matin du 15 septembre s'est levé avec cette lumière dorée que seul Paris sait offrir en automne. Au Collège international Saint-Louis, la cérémonie de rentrée se préparait comme chaque année, avec la pompe d'une tradition centenaire et la rigidité d'un protocole militaire. Théo Dubois, 39 ans, ajusta sa cravate en soie italienne tout en observant depuis sa BMW série 7 l'imposant bâtiment en pierre de taille. Il était l'avocat d'affaires le plus prospère de la capitale, avec un cabinet sur l'avenue des Champs-Élysées qui facturait 8 chiffres par an. Son fils, Gabriel, 12 ans, allait intégrer ce jour-là l'école la plus exclusive de France, la même où il avait forgé les connexions qui l'avaient mené au sommet. « Papa, pourquoi ce monsieur nettoie-t-il si tôt ?» demanda Gabriel, montrant du doigt l'entrée latérale. Théo leva à peine les yeux de son téléphone où il vérifiait les contrats qu'il allait finaliser cette semaine. « C'est le personnel de service, mon fils. Chacun a sa place dans le monde. » Il ne pouvait imaginer que ces mots résonneraient dans son esprit au cours des 6 prochains mois d'une manière qui changerait tout ce qu'il croyait savoir sur sa place dans le monde. Dans l'auditorium principal, 400 sièges de velours rouge se remplissaient lentement. Des parents vêtus d'Armani et des mères avec des sacs Hermès conversaient à voix basse, tandis que leurs enfants, en uniforme bleu marine, attendaient avec ce mélange de nervosité et d'arrogance qui caractérise l'élite dès son plus jeune âge. Isabelle Laurent, la directrice, vérifiait une dernière fois le programme de la cérémonie. 30 ans à diriger Saint-Louis lui avait appris que l'excellence se construisait sur la discipline, la tradition et l'ordre. Son discours de bienvenue était le même que d'habitude. Ici, nous forgeons les leaders de demain, les héritiers d'une France prospère et civilisée. Mais ce qu'Isabelle ne savait pas, c'est que dans les couloirs de marbre, entre les ombres des piliers gothiques, une fillette d'à peine 7 ans avait écrit pendant des semaines, dans un carnet aux couvertures arc-en-ciel. Manon Moreau, fille de Paul, le concierge principal, avait grandi en voyant ce que les adultes choisissaient de ne pas voir. Paul travaillait à Saint-Louis depuis 5 ans. Il arrivait à 6 heures du matin et repartait à 8 heures du soir, maintenant impeccable chaque recoin de ce temple du privilège. C'était un homme silencieux, aux mains calleuses et au regard doux, qui avait perdu sa femme quand Manon avait 3 ans. La fillette était tout son monde, et quand l'école lui offrit une bourse spéciale pour qu'elle y étudie, un geste de responsabilité sociale, comme l'avait appelé la directrice, Paul sentit qu'il pouvait enfin donner à sa fille ce qu'elle méritait. Ce qu'il n'avait pas calculé, c'était le prix émotionnel qu'ils allaient tous les deux payer. Manon avait passé les 2 dernières années à observer, écouter, noter. Elle voyait comment les enfants de sa classe évitaient de s'asseoir à côté de la fille du concierge. Elle entendait les rires moqueurs quand son père passait avec le chariot de nettoyage dans les couloirs pendant les cours. Elle remarquait comment les mères élégantes chuchotaient quand elle apparaissait aux événements scolaires avec sa robe de seconde main, mais propre et repassée avec amour. Mais ce qui lui faisait le plus mal, c'était de voir son père se rapetisser un peu plus chaque jour, comme s'il voulait devenir invisible. Un après-midi de mai, elle avait trouvé Paul pleurant en silence, alors qu'il nettoyait un graffiti cruel sur la porte du local d'entretien. Les pauvres n'ont pas leur place ici. C'est alors que Manon décida que quelque chose devait changer. Pendant tout l'été, elle avait rempli son carnet d'observations et d'idées. Ce n'étaient pas des plaintes d'une enfant blessée. C'étaient des propositions concrètes, mûres, pensées avec la clarté que seule l'innocence peut apporter. Règle numéro 1. Tout le monde peut s'asseoir où il veut à la récréation. Règle numéro 2. Personne ne peut se moquer du travail des parents des autres enfants. Règle numéro 3. Si quelqu'un est seul, tu dois lui demander s'il veut jouer avec toi. Son allié secret était Monsieur Henry, un professeur de musique à la retraite qui visitait l'école une fois par mois pour donner des cours extraordinaires. À 72 ans, il avait dédié sa vie à enseigner, et quelque chose dans les yeux déterminés de Manon lui rappelait pourquoi il avait choisi cette profession. Quand la fillette lui montra son carnet, Monsieur Henry ne put retenir ses larmes. « C'est ce dont le monde a besoin, ma petite, » lui avait-il dit. « Mais tu as besoin d'être entendue. Et pour cela, tu dois apprendre à parler pour que tout le monde t'entende, pas seulement ceux qui veulent t'écouter. » Pendant des semaines, ils avaient répété en secret. Monsieur Henry lui apprit à respirer, à projeter sa voix, à se tenir droite malgré la peur. Il lui expliqua que la bravoure n'était pas l'absence de peur,
mais de faire ce qui est juste malgré elle. Maintenant, tandis que les assistants prenaient place dans l'auditorium, Manon attendait derrière la scène avec son carnet entre ses mains tremblantes. Elle avait réussi à être incluse dans le programme après que M. Henry ait parlé à Isabelle d'une présentation spéciale d'une élève remarquable. La directrice avait accepté, pensant que ce serait quelque chose sur la musique ou l'art. Antoine Bernard, 17 ans, président du conseil des élèves et fils de la magnate hôtelière, Sophie Bernard, occupait sa place au premier rang avec la confiance de celui qui n'a jamais eu à prouver quoi que ce soit. Sa famille avait fait don de la nouvelle aile de la bibliothèque, ce qui lui donnait un pouvoir presque absolu sur la vie étudiante. Quand il apprit que la fille du concierge allait parler, il sourit avec mépris. « Ça va être amusant », murmura-t-il à son ami. « Voyons quelle bêtise la petite va raconter. » Ce qu'Antoine ne savait pas, c'est que son royaume de verre était sur le point de se fissurer. Théo trouva son siège réservé au 3e rang, juste derrière les Bernard. Il vérifia une fois de plus sa montre Patek Philippe. La cérémonie commençait ponctuellement à 10 heures, et il avait une réunion importante à midi. Ce serait une matinée comme les autres, ennuyeuse, prévisible, remplie de discours vides sur l'excellence et la tradition. Isabelle monta sur le podium avec l'élégance des années de pratique. Son discours fut exactement celui attendu. Des références à l'histoire de l'école, des statistiques sur le succès des anciens élèves, des promesses sur le futur brillant qui attendait les nouveaux étudiants. Et maintenant, annonça-t-elle avec un sourire protocolaire, nous avons une présentation spéciale de l'une de nos plus jeunes élèves. Veuillez accueillir Manon Moreau. Un murmure parcourut l'auditorium. De nombreux parents se regardèrent avec des expressions interrogatives. Qui était cet enfant ? Pourquoi interrompait-elle la cérémonie traditionnelle? Manon monta sur scène à petits pas mais décisifs. Sa robe bleu marine était identique à celle de ses camarades, mais quelque chose en elle était différent. Peut-être était-ce la façon dont elle tenait son carnet, comme s'il contenait le secret de l'univers. Ou peut-être était-ce la façon dont ses yeux, grands et sombres, semblaient voir directement l'âme de chaque personne dans l'audience. Elle s'arrêta devant le microphone, trop haut pour elle. Monsieur Henry, depuis son siège au 5e rang, lui fit un signe discret, lui rappelant d'ajuster la hauteur. Manon le fit de main tremblante, mais ferme. Le silence dans l'auditorium était absolu. Théo leva les yeux de son téléphone pour la première fois de la matinée. Quelque chose dans la posture de cette petite fille attira son attention. Gabriel, à ses côtés, se pencha en avant avec curiosité. Manon ouvrit son carnet lentement, comme s'il s'agissait d'un livre sacré. Ses pages colorées contrastaient avec la solennité du moment. Elle inspira profondément, se souvenant des leçons de M. Henry, puis parla d'une voix claire qui résonna dans chaque recoin de l'auditorium. « Bonjour, je m'appelle Manon Moreau, j'ai 7 ans, et j'ai apporté une liste de nouvelles règles. » Elle fit une pause pendant laquelle le silence devint encore plus profond, parce que les vôtres ne servent pas à tout le monde. Que se passerait-il si une fillette de 7 ans avait le courage de défier tout un système? Si cette histoire vous émeut, faites-nous savoir dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez et quelle sera, selon vous, la première nouvelle règle de Manon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Chapitre 2. Le silence qui suivit les paroles de Manon fut assourdissant. 400 personnes retenèrent leur souffle, ne sachant pas si elles venaient d'assister au début de quelque chose d'extraordinaire ou simplement à la bêtise d'une enfant avec trop d'imagination. Théo sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, comme si un courant électrique avait traversé l'auditorium. Cette petite fille, avec sa robe légèrement trop grande et ses chaussures noires qui touchaient à peine le sol, avait réussi quelque chose qu'il n'avait pas obtenu en des années de procès. L'attention absolue d'une audience hostile. « Mon papa arrive tous les jours à 6 heures du matin, » continua Manon, tournant la première page de son carnet. « Il nettoie les toilettes, balaie les couloirs, s'occupe des plantes du jardin. Quand vous arrivez, tout est parfait. Mais personne ne lui dit merci, personne ne lui dit bonjour. Certains ne le regardent même pas. » Un murmure inconfortable parcourut les premiers rangs. Isabelle Laurent, depuis sa place sur le côté de la scène, commença à bouger nerveusement. Ce n'était pas au programme. Ce n'était pas ce qu'elle avait autorisé. Nouvelle règle numéro 1, dit Manon, lisant de son carnet. Tous les adultes qui travaillent à l'école ont un nom. Et si vous ne savez pas comment ils s'appellent, vous devez leur demander. Parce qu'ignorer une personne, c'est comme lui dire qu'elle n'existe pas. Antoine Bernard se remua sur son siège, son sourire moqueur commençant à s'estomper. Plusieurs parents échangèrent des regards tendus. Certains enfants dans les rangs arrière commencèrent à chuchoter entre eux. Nouvelle règle numéro 2, continua la fillette sans se démonter. À la récréation, personne ne peut rester seul s'il ne le veut pas.
Si vous voyez quelqu'un assis seul, vous devez lui demander s'il veut jouer. Peu importe s'il a des vêtements différents, ou si son papa ne conduit pas une grosse voiture, ou s'il habite dans un petit appartement. Théo observa son fils Gabriel, qui écoutait avec une attention qu'il ne lui avait jamais consacrée. Dans les yeux de l'enfant, il y avait quelque chose que son père n'avait pas vu auparavant, de la compréhension. Chloé Mercier, la reporter du Figaro qui couvrait les événements mondains, était arrivée en retard et s'était installée au fond de l'auditorium. Initialement, elle avait pensé que ce serait une petite note sur la cérémonie d'ouverture de l'école la plus exclusive de Paris. Maintenant, son enregistreur à la main, elle se rendait compte qu'elle pourrait être témoin de quelque chose de bien plus important. Nouvelle règle numéro 3. La voix de Manon devint plus forte, plus assurée. Personne ne peut se moquer du travail des papas des autres enfants. Mon papa n'est pas médecin, ni avocat, ni entrepreneur. Mais sans lui, cette école serait sale et moche. Son travail est important, et il mérite le respect. Paul Moreau, qui observait depuis la porte latérale de l'auditorium, où le personnel restait toujours pendant les événements, sentit que les larmes menacèrent de déborder. Pendant 5 ans, il avait supporté les regards de mépris, les commentaires chuchotés, le sentiment constant d'être invisible. Voir sa petite fille défendre sa dignité avec tant de courage le submergea de fierté et de terreur à la fois. Isabelle Laurent ne put plus contenir sa nervosité. Elle s'approcha discrètement de la scène, mais M. Henry l'intercepta avec un sourire diplomatique. « Laissez-la finir, Isabelle. Les enfants ont besoin d'être écoutés. N'est-ce pas ce que vous prêchez toujours dans vos discours pédagogiques ?» La directrice s'arrêta, prise au piège de ses propres mots. Nouvelle règle numéro 4. Manon tourna une autre page. Quand quelqu'un dit quelque chose de courageux, même si ça vous fait peur, vous devez l'écouter jusqu'à la fin. Parce que les choses importantes peuvent parfois sembler étranges au début. Théo sentit que ces mots lui étaient spécifiquement destinés. Il se rappela toutes les fois où il avait interrompu ses jeunes employés, toutes les occasions où il avait rejeté des idées parce qu'elles venaient de personnes qu'il considérait moins expérimentées. Son succès professionnel s'était construit sur la prémisse qu'il avait toujours raison, mais cette fillette de 7 ans plantait des graines de doute sur un terrain fertile. Nouvelle règle numéro 5. La voix de Manon trembla légèrement, mais elle ne s'arrêta pas. Si quelqu'un est triste, tu dois lui demander ce qui ne va pas. Et s'il pleure parce que quelqu'un a été méchant avec lui, tu dois l'aider. Peu importe si cette personne méchante est populaire, riche ou importante. Alice Petit, une élève de 3e qui avait été victime du harcèlement subtil mais constant d'Antoine et de son groupe, sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Pendant des mois, elle avait supporté des commentaires sur sa bourse d'études, sur les uniformes hérités de sa sœur aînée, sur son déjeuner fait maison tandis que d'autres achetaient à la cafétéria haut de gamme. Cette petite fille mettait des mots sur tout ce qu'elle avait ressenti, mais n'avait pas osé exprimer. Antoine ne put plus garder son sang-froid. Il se leva brusquement de son siège. « C'est ridicule, dit-il à voix haute, interrompant Manon. Nous ne pouvons pas permettre qu'une enfant vienne nous dire comment vivre nos vies. C'est une école d'excellence, pas une crèche pour... » Il ne termina pas la phrase, mais tout le monde comprit ce qu'il allait dire. L'auditorium éclata en murmures. Certains parents applaudirent timidement les paroles d'Antoine. D'autres semblaient mal à l'aise avec l'interruption. Les enfants regardaient alternativement Antoine et Manon comme des spectateurs d'un duel dont l'issue déterminerait bien plus que le vainqueur d'une discussion. Manon ne fut pas intimidée. Ses yeux se fixèrent sur Antoine avec une intensité qui fit reculer involontairement l'adolescent de 17 ans. « Nouvelle règle numéro 6, dit-elle, et sa voix résonnait maintenant avec une autorité qui démentait son âge. Quand quelqu'un essaie de vous faire taire parce qu'il a peur de ce que vous dites, c'est le signe que vous dites quelque chose de très important. » Le silence revint, mais maintenant c'était différent. C'était le silence de 400 personnes traitant une vérité inconfortable. Théo se trouva à se lever lentement de son siège. Il ne savait pas pourquoi il le faisait. Il n'avait pas planifié ce moment, mais quelque chose dans les paroles de cette fillette avait touché une corde qu'il croyait endormie depuis des années. « Elle a raison, dit-il, et sa voix de baryton remplit l'auditorium. Je viens dans cette école depuis 20 ans pour différents événements, et je n'ai jamais pris la peine d'apprendre le nom des personnes qui la font fonctionner. » Il se tourna vers Paul, toujours près de la porte. « Comment vous appelez-vous, monsieur ?» Paul, surpris d'être le centre de l'attention, bégaya. « Pas Paul Moreau, monsieur. »« Enchanté, Paul. Je suis Théo Dubois, et je tiens à m'excuser pour mon manque de courtoisie pendant toutes ces années. » Le geste de Théo déclencha une réaction en chaîne. Camille Lefebvre, mère d'une élève de 6e, se leva également. « Je ne connais pas non plus les noms du personnel. Et c'est mal. » Un par un, d'autres parents commencèrent à se lever.
Pas tous, mais suffisamment pour créer un moment de transformation palpable dans l'ambiance. Sophie Bernard, la mère d'Antoine, resta assise, le visage de pierre. Son fils était retourné à sa place, mais son visage affichait un mélange d'humiliation et de rage qui promettait des conséquences. Isabelle Laurent réalisa qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. Elle monta sur scène et prit le microphone. « Eh bien, je crois que ça suffit. Nous remercions la petite Manon pour son enthousiasme. Mais nous devons maintenant poursuivre le programme officiel. » Mais Manon ne bougea pas du podium. Elle ferma lentement son carnet et regarda directement la directrice. « Madame Isabelle, savez-vous comment s'appelle la dame qui nettoie votre bureau tous les jours ?» La question tomba comme une bombe. Isabelle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La réponse était évidente dans son silence. « Elle s'appelle Espérance », dit Manon doucement. « Espérance Durand. Elle a 3 enfants et travaille ici depuis 10 ans. Son plus jeune fils veut être médecin, comme vous vouliez l'être avant d'être directrice. » Isabelle pâlit. Comment cette enfant savait-elle son passé, son rêve frustré d'étudier la médecine? « Nouvelle règle numéro 7, dit Manon ouvrant à nouveau son carnet. Les vrais leaders connaissent les personnes qui les aident à réussir, et ils les traitent comme leur famille, pas comme des meubles. Chloé Mercier, au fond de l'auditorium, savait qu'elle venait d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Son article ne serait plus sur une cérémonie scolaire de routine. Il serait sur le jour où une fillette de 7 ans a défié l'élite de Paris et a gagné la première bataille. Mais dans son carnet de notes, elle écrivit une question qui la tiendrait éveillée cette nuit-là. Quel prix cet enfant paiera-t-elle pour son courage? La réponse arriverait plus tôt que quiconque ne l'imaginait. Chapitre 3. Les jours suivant la cérémonie furent tendus à Saint-Louis. La vidéo de la présentation de Manon, enregistrée discrètement par plusieurs parents, était devenue virale sur les réseaux sociaux. Les règles de Manon devinrent une tendance nationale, générant des débats passionnés sur le classisme, l'éducation et les valeurs qui comptent vraiment. Théo ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de la fillette. Pendant 3 nuits consécutives, il avait mentalement passé en revue chaque interaction qu'il avait eue avec des personnes en position de service, serveurs, réceptionnistes, chauffeurs, personnel de nettoyage. Il rougit en réalisant que la plupart étaient des visages sans nom, des personnes qu'il avait traitées comme faisant partie du mobilier de sa vie privilégiée. Le mercredi matin, il prit une décision qui aurait été impensable 1 semaine auparavant. Au lieu d'envoyer son chauffeur, il conduisit lui-même jusqu'à Saint-Louis pour chercher Gabriel après les cours. Il voulait parler à Paul Moreau. Il le trouva en train d'arroser les plantes du jardin avant, avec la même dévotion silencieuse qu'il avait montrée pendant des années. Théo s'approcha, se sentant étrangement nerveux. « Bonjour, Paul. » Le concierge leva les yeux, surpris que l'avocat le plus célèbre de l'école connaisse son nom. « Bonjour, maître Dubois. Vous avez besoin de quelque chose ?»« Oui. » Théo fit une pause. « Je dois m'excuser, et j'ai une question à vous poser à propos de votre fille. » Paul posa le tuyau d'arrosage et se redressa, avec un mélange de curiosité et d'inquiétude sur le visage. « Manon a fait quelque chose de mal ?»« Tout le contraire. » Théo sourit. « Elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais je crains qu'elle n'en subisse les conséquences de son courage. » L'inquiétude de Paul s'intensifia. Quel genre de conséquences? Théo regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne les écoutait. « Je connais la famille Bernard depuis des années. Sophie n'est pas une femme qui pardonne facilement les humiliations publiques, et son fils Antoine a beaucoup d'influence parmi les élèves. Je crains qu'il ne se venge sur Manon, ou sur vous. » Paul sentit un nœud à l'estomac. Il avait eu les mêmes inquiétudes, mais les entendre de quelqu'un comme Théo les rendait plus réelles. « Que puis-je faire? Je ne peux pas demander à ma fille d'arrêter d'être qui elle est. Vous ne devez pas le faire. » Théo posa une main sur l'épaule du concierge. « Mais vous ne devez pas non plus affronter cela seul. » Pendant qu'il parlait, ils ne se rendirent pas compte qu'Anne Martin, la secrétaire administrative, les observait depuis la fenêtre de son bureau au 2e étage. Anne travaillait à Saint-Louis depuis 15 ans et connaissait tous les secrets de l'école. Elle savait également que Sophie Bernard avait demandé une réunion privée avec Isabelle Laurent pour cet après-midi-là. Ce qu'Anne ne savait pas, c'est que cette réunion avait déjà eu lieu. 4 heures plus tôt, dans le bureau de la directrice, Isabelle Laurent avait préparé du thé et des macarons, essayant de créer une ambiance cordiale pour une conversation qu'elle savait difficile. Sophie Bernard entra avec l'élégance froide d'une reine offensée. « Sophie, je suis contente que vous ayez pu venir. Allons droit au but, Isabelle. Ce cirque de la semaine dernière était inacceptable. » Isabelle soupira. Elle craignait cette conversation depuis le moment où Manon était descendue de la scène. C'était inattendu, je le reconnais, mais l'enfant n'a fait qu'exprimer ses sentiments. L'enfant,
Sophie prononça le mot avec mépris, a humilié mon fils devant toute la communauté scolaire et, par extension, a humilié notre famille. Sophie, je crois que vous exagérez. Exagérez? Sophie se leva brusquement. Ma famille a fait don de plus de 2 millions d'euros à cette école au cours des 10 dernières années. Nous avons financé la nouvelle bibliothèque, le laboratoire de sciences, les bourses sportives, et c'est ainsi que vous nous traitez? Isabelle connaissait ces chiffres. Elle les connaissait très bien. La famille Bernard n'était pas seulement une bienfaitrice de l'école, elle en était pratiquement le soutien financier. Personne ne doute de votre générosité. Alors nous attendons des mesures correctives, immédiatement. Quel type de mesures? Sophie sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. Pour commencer, cet enfant ne peut pas continuer à distraire les autres élèves. Son comportement perturbateur affecte l'environnement d'apprentissage. Le Manon est une excellente élève. Ses notes sont parmi les meilleures de sa classe. Les notes ne sont pas tout, Isabelle. Il y a des facteurs sociaux à prendre en compte. C'est une institution d'élite. Nous avons une réputation à maintenir. Isabelle sentit un frisson. Elle connaissait ce ton. C'était le même que Sophie utilisait lors des réunions du conseil d'administration quand elle voulait que quelqu'un soit licencié. Que suggérez-vous exactement? Je suggère que vous reconsidériez la bourse de l'enfant. Il est clair que la famille ne correspond pas aux valeurs et aux normes de Saint-Louis. Sophie, je ne peux pas faire ça. La bourse a été accordée sur la base du mérite académique et elle peut être révoquée pour des raisons disciplinaires. Consultez le règlement, Isabelle. Tout est là. Sophie se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. Ah, et autre chose. Le père doit aussi comprendre quelle est sa place ici. J'ai remarqué que ces derniers temps, il est devenu arrogant. Il est peut-être temps pour lui de chercher du travail ailleurs. Quand la porte se ferma, Isabelle s'effondra sur sa chaise. 30 ans à diriger l'école, et elle ne s'était jamais sentie aussi petite. De retour au présent, Anne Martin avait suffisamment entendu. À travers la porte entr'ouverte de son bureau, elle avait entendu toute la conversation entre Sophie et Isabelle. Et maintenant, en voyant Théo Dubois parler avec Paul dans le jardin, elle savait qu'elle devait agir. Elle attendit que Théo parte, puis descendit au jardin. « Paul, je dois vous parler. C'est important. » Paul remarqua l'urgence dans sa voix. « Qu'est-ce qui se passe, Anne ?» Elle regarda autour d'elle nerveusement avant de parler. « Ils vont s'en prendre à vous et à Manon. Sophie Bernard était ici ce matin. J'ai entendu toute la conversation avec Isabelle. Elle lui raconta chaque détail de ce qu'elle avait entendu. Paul sentit que le monde vacillait sous ses pieds. Ils vont retirer la bourse à Manon? Ils vont essayer. Et ils vont aussi chercher une excuse pour vous virer. Paul s'assit sur le banc du jardin, accablé. Il avait passé 5 ans à être invisible, tolérant les mépris et les humiliations. Tout ça pour donner à sa fille une meilleure opportunité. Maintenant, parce qu'elle avait eu le courage de parler, tous deux étaient en danger. Que puis-je faire? Anne s'assit à côté de lui. Vous ne pouvez pas affronter cela seul. Vous avez besoin d'alliés, des gens puissants qui sont de votre côté. Comme qui? Personne ne va risquer sa position pour nous. Vous seriez peut-être surpris. Anne sourit. Votre fille a touché plus de cœur que vous ne le croyez. Cet après-midi-là, Manon remarqua que son père était plus silencieux que d'habitude. Pendant le dîner, des pâtes au pistou faites maison, son plat préféré, Paul semblait perdu dans de profondes pensées. « Papa, tu vas bien ?» Paul leva les yeux et sourit, essayant de ne pas montrer son inquiétude. « Je suis juste fatigué, ma princesse. » Manon l'étudia avec ses yeux perspicaces qui avaient déjà causé tant de remous. « C'est à cause de mon discours. Je t'ai mis dans le pétrin. » Paul tendit la main et prit la petite main de sa fille entre les siennes. « Manon, ce que tu as fait était juste. Je suis fier de toi, plus fier que tu ne peux l'imaginer. Mais parfois quand tu dis la vérité, les gens qui préfèrent les mensonges se mettent en colère. » Manon hocha la tête sérieusement. « Ils vont essayer de nous faire du mal ?» La question directe surprit Paul. Sa fille était plus perspicace qu'il ne l'avait cru. « Ils vont essayer, mais nous n'allons pas les laisser faire. » Comment? Paul regarda sa fille, si petite mais si courageuse, et sentit que son propre courage se renforçait. « Nous allons obtenir de l'aide, et nous allons nous battre. » Pendant ce temps, dans son bureau surplombant toute la ville, Théo Dubois annulait tous ses rendez-vous de la semaine suivante. Il avait pris une décision qui aurait semblé impossible une semaine auparavant. Il allait utiliser son influence et ses connexions pour protéger une fillette de 7 ans et son père. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Sophie Bernard avait également passé des appels, et que la vraie bataille était sur le point de commencer. L'histoire de Manon nous montre que même les plus petites voix peuvent créer d'énormes vagues. Si vous appréciez ce récit de courage et de transformation, dites-nous dans les commentaires.
Avez-vous déjà vu quelqu'un de jeune défendre ce qui est juste? Pensez-vous que Théo pourra protéger Manon et Paul? N'oubliez pas de vous abonner pour voir comment cette bataille entre le pouvoir et la justice se poursuit. Chapitre 4. Le vendredi matin, Paul arriva au collège comme d'habitude à 6 heures précises. Mais en essayant d'ouvrir la porte de l'entrée de service, sa clé ne fonctionna pas. Il essaya plusieurs fois, pensant que la serrure s'était peut-être bloquée à cause de l'humidité de l'automne parisien. Isabelle Laurent apparut 15 minutes plus tard avec une expression mêlant culpabilité et détermination. « Paul, il faut que nous parlions. » Le cœur du concierge s'accéléra. Il s'était attendu à ce que ce moment arrive, mais cela ne le rendait pas moins douloureux. « Bonjour, madame la directrice. J'ai reçu des rapports concernant votre travail. Il semble qu'il y ait eu quelques irrégularités. » Paul fronça les sourcils, sincèrement confus. « Irrégularités? Je ne comprends pas, madame Isabelle. Mon travail a toujours été... Hier, nous avons constaté des dommages au système d'arrosage du jardin principal. L'eau a coulé toute la nuit, inondant une partie du sous-sol où sont stockés des documents importants. Les dossiers d'admission des 5 dernières années sont ruinés. L'accusation tomba comme un coup de tonnerre. Paul savait que c'était impossible. Il avait lui-même vérifié le système la veille avant de partir, comme il le faisait toujours. Ce n'est pas possible. Je vérifie toujours. Il y a aussi des rapports selon lesquels vous auriez utilisé les ressources de l'école à des fins personnelles. Apparemment, vous auriez utilisé la photocopieuse pour des documents familiaux. Paul sentit le sol se dérober sous ses pieds. Jamais il n'avait utilisé les installations de l'école à des fins personnelles. Son code éthique personnel était inébranlable à cet égard. Madame Isabelle, vous me connaissez. En 5 ans, je n'ai jamais... Je suis désolé, Paul. Ce sont des accusations graves. En attendant l'enquête, votre accès au collège est temporairement suspendu. Isabelle lui tendit une enveloppe scellée. Les détails sont ici. Vous avez le droit de présenter votre défense par écrit dans un délai de 72 heures. Paul prit l'enveloppe de main tremblante. 30 ans de travail honnête, 5 ans de dévouement absolu à Saint-Louis, et tout s'écroulait en un instant. Et Manon, peut-elle continuer à venir en cours? Isabelle évita son regard. Cela est en cours d'évaluation. Il y a des préoccupations concernant son comportement perturbateur. Certains parents ont exprimé des plaintes. Quels parents? Mais Isabelle s'éloignait déjà vers l'entrée principale, laissant Paul seul sur le trottoir, son monde s'écroulant. 1 heure plus tard, au bureau de Théo Dubois, Sophie Moreau, l'assistante de Théo depuis 8 ans, ne l'avait jamais vu aussi bouleversé. Il était arrivé au bureau avec une détermination qu'elle reconnaissait. C'était la même expression qu'il affichait lorsqu'il se préparait pour ses affaires les plus importantes. « Sophie, annule tout ce que j'ai aujourd'hui, et je veux que tu me trouves un rendez-vous avec Antoine Duval du Monde, Marie Blanc de France Inter et Jean Dupont de BFM TV. Un cas important, maître Dubois? Le plus important de ma carrière. » Sophie avait appris à ne pas poser trop de questions lorsque Théo passait en mode bataille, mais sa curiosité était évidente. « Je veux aussi que tu contactes Pierre Leroux de l'Ordre des avocats, Claire Durand de la Ligue des droits de l'homme, et... » Théo fit une pause. « Émilie Fournier du Défenseur des enfants. » Maintenant, Sophie était vraiment intriguée. Cette combinaison de contacts suggérait quelque chose lié aux mineurs et à un possible abus de pouvoir. « Y a-t-il autre chose que je doive savoir pour prendre les rendez-vous correctement ?» Théo regarda par la fenêtre la ville qui s'étendait à ses pieds. Il s'agit d'une fillette de 7 ans qui a eu le courage de dire la vérité, et d'un système qui essaie de la détruire pour cela. Tandis que Sophie commençait à passer les appels, Théo en reçut un qui allait changer toute la donne. « Maître Dubois, c'est Anne Martin du Collège Saint-Louis. Anne, comment allez-vous » Inquiète, très inquiète. Ils viennent de suspendre Paul avec de fausses accusations. Et j'ai des informations que vous devez entendre. « Chess, pouvez-vous venir à mon bureau ?»« Je ne peux pas quitter l'école, je serai immédiatement licencié. Mais ce soir, après 20 heures, je peux vous rencontrer au café de Flore. C'est important. » Après avoir raccroché, Théo sut que la guerre avait officiellement commencé. Mais il sut aussi qu'il n'était pas le seul à être prêt à se battre. À Saint-Louis, pendant la récréation, Manon avait remarqué les regards étranges depuis qu'elle était arrivée le matin. Certains enfants l'observaient avec curiosité, d'autres avec un mélange d'admiration et de crainte. Mais le groupe d'Antoine Bernard la regardait avec une hostilité ouverte. Alice Petit s'approcha pendant le déjeuner, alors que Manon était assise seule à sa table habituelle. « Je peux m'asseoir avec toi ?» Manon leva les yeux, surprise. Alice ne lui avait jamais parlé directement auparavant. Bien sûr. Alice s'assit avec son plateau, mais semblait nerveuse. « Je voulais te remercier pour ce que tu as dit l'autre jour. » « Pourquoi ?» «
Parce que ça me fait la même chose. Les gens me traitent différemment parce que j'ai une bourse, comme si je ne méritais pas d'être ici. Manon hocha la tête avec compréhension. Mon papa dit qu'on mérite d'être là où nos efforts nous mènent. Ton papa a l'air très sage. C'est le meilleur papa du monde. Les yeux de Manon se remplirent de larmes. Mais je crois qu'il a des problèmes à cause de moi. Alice fronça les sourcils. Quel genre de problème? Avant que Manon ne puisse répondre, Antoine Bernard s'approcha de leur table avec 2 de ses amis. « Regardez, la révolutionnaire pleure, » dit-il avec un sourire cruel. « Tu as déjà réalisé que ton petit numéro de la semaine dernière était une erreur ?» Manon essuya ses larmes et le regarda directement. Ce n'était pas une erreur. Bien sûr que si. Et maintenant, ton papa va en payer les conséquences. Ma mère a parlé à la directrice. Demain, ni toi ni ton père ne serez plus ici. Alice se leva brusquement. Ce n'est pas juste. Antoine rit. Juste? C'est une école privée, pas une œuvre de charité. Vous deux devriez être reconnaissantes du temps que nous vous avons permis de passer ici. Nous avons autant notre place ici que toi, dit Alice, surprise par son propre courage. S'il vous plaît. Votre famille peut à peine payer la scolarité avec réduction et elle, il désigna Manon, est ici par pitié. Manon se leva lentement. À 7 ans, elle était beaucoup plus petite qu'Antoine, mais quelque chose dans sa posture fit reculer instinctivement l'adolescent. « Mon papa travaille plus dur en un jour que tu n'as travaillé de toute ta vie, et je suis ici parce que je suis assez intelligente pour être ici. Ça, on verra. » Antoine sourit avec malice. « Profite de ton dernier jour. » Quand il s'éloigna avec ses amis, Alice se tourna vers Manon. « C'est vrai? Ils vont t'expulser » Manon hocha la tête, essayant de ne pas pleurer à nouveau. « Je crois que oui. Ça ne peut pas arriver. Je ne le permettrai pas. » Manon la regarda avec surprise. « Qu'est-ce que tu peux faire, toi ?» Alice sourit pour la première fois depuis le début de la conversation. « Plus que tu ne le crois. Je connais d'autres élèves qui en ont marre d'Antoine et de son groupe. Et je connais des parents qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe ici. » Pendant le reste de la journée, Alice parla discrètement avec d'autres élèves. Lucas Petit, sans lien avec Manon, un garçon timide de 4e qui avait été victime du harcèlement d'Antoine. Léa Dubois, une fille de CM2, dont la mère était enseignante dans une école publique. Tom Fournier, fils d'un médecin qui travaillait dans des hôpitaux publics et qui avait enseigné à son fils la justice sociale. À la fin de la journée scolaire, Alice avait rassemblé 12 élèves prêts à faire quelque chose. Ils ne savaient pas exactement quoi, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rester silencieux. Cette nuit-là, au café de Flore, Théo arriva ponctuellement à 8 heures. Anne était à une table au fond, avec un dossier Kraft et une expression tendue. « Merci d'être venu, » dit-elle quand Théo s'assit. « Merci à vous de m'avoir contacté. Qu'avez-vous » Anne ouvrit le dossier. Les documents qui prouvent que les accusations contre Paul sont fausses. Le rapport de maintenance qu'il remet chaque semaine, signé par l'entreprise externe qui vérifie les systèmes. Le registre de la photocopieuse qui montre qu'il n'a jamais fait de copie personnelle. Et ceci, elle lui tendit une feuille imprimée. L'email que Sophie Bernard a envoyé à Isabelle hier matin, donnant des instructions spécifiques sur la façon de gérer le problème Moreau. Théo lut l'email, sentant la rage monter dans sa poitrine. C'était une description détaillée de la façon de fabriquer des preuves contre Paul et de justifier l'expulsion de Manon. C'est criminel. C'est un abus de pouvoir. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Anne sortit d'autres documents. Au cours des 5 dernières années, 3 familles boursières ont été expulsées dans des circonstances similaires, toujours après qu'un membre de la famille ait causé des problèmes au statu quo. Pourquoi me donnez-vous cela? Anne ferma le dossier. Parce que cela fait 15 ans que je vois cette école devenir quelque chose qu'elle ne devrait pas être. Et parce que cet enfant a eu le courage de dire ce que je n'ai jamais osé dire. Que voulez-vous que je fasse? Utilisez-le. Faites en sorte que le risque que je prends en vaille la peine. Théo rangea les documents dans sa mallette. Êtes-vous prête pour les conséquences? Quand cela sera révélé, ils sauront que l'information vient de vous. Anne sourit pour la première fois de la conversation. Maître Dubois, j'ai 52 ans. Mes enfants ont déjà terminé l'université et j'ai suffisamment d'économies pour prendre ma retraite. Mais cet enfant a toute la vie devant elle. Qui prend le plus de risques, vraiment? Quand ils sortirent du café, Théo sut qu'il avait les armes nécessaires pour la bataille. Mais il savait aussi que Sophie Bernard ne se rendrait pas sans se battre. La guerre pour l'âme de Saint-Louis avait officiellement commencé, et le lendemain, toute la France connaîtrait l'histoire de la fillette qui a défié le système, et du système qui a tenté de la détruire pour cela. Chapitre 5. Le samedi matin, la France se réveilla avec une nouvelle inattendue.
La une du Monde était claire et dévastatrice. Documents exclusifs. Comment l'élite éducative parisienne fait taire une fillette de 7 ans. Chloé Mercier avait travaillé toute la nuit avec Théo pour préparer l'article le plus explosif de sa carrière. Les documents fournis par Anne Martin, combinés à la vidéo virale de la présentation de Manon et aux déclarations exclusives de Théo, créaient un récit qui indigna tout le pays. Dans son appartement de Montmartre, Paul lut la nouvelle sur son téléphone pendant que Manon déjeunait ses céréales, inconsciente de la tempête médiatique qui s'était déchaînée autour de son histoire. « Papa, pourquoi tu fais cette tête ?» demanda la fillette. « Parce que beaucoup de gens parlent de toi, ma princesse. » Manon fronça les sourcils. « C'est bien ou c'est mal ?» Avant que Paul ne puisse répondre, la sonnette retentit. Il était 9 heures du matin un samedi, trop tôt pour des visites. En ouvrant la porte, il se retrouva face à Théo Dubois, portant des sacs de petit déjeuner d'une boulangerie voisine. « Bonjour, Paul. J'espère que cela ne vous dérange pas que je vienne sans prévenir, mais je crois que nous devons parler. Maître Dubois, Entrez, s'il vous plaît. » Théo entra dans le petit mais accueillant appartement. Les murs étaient remplis de dessins de Manon, de photos de famille et de livres empilés sur des étagères improvisées. Il était évident que chaque objet avait une valeur sentimentale. « Monsieur Théo !» Manon courut vers lui avec un sourire. « Vous avez vu mon papa dans le journal ?» Théo s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Oui, et je suis très fier de vous deux. Vous allez nous aider ?» La franchise de la question surprit Théo. Les enfants avaient cette capacité à aller droit au cœur des choses. « Je ferai tout ce que je peux, mais j'ai besoin que vous m'aidiez aussi. » Pendant qu'ils déjeunaient ensemble, ce que Théo n'avait pas fait avec sa propre famille depuis des mois, il leur expliqua ce qui se passait. « L'article va faire beaucoup de bruit. Ils vont vouloir vous interviewer, des journalistes vont apparaître, il y aura beaucoup d'attention. Êtes-vous prêt pour ça ?» Paul semblait accablé. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je voulais juste que ma fille ait une éducation décente. Et elle l'aura. » Théo posa une main sur son épaule. « Mais maintenant, c'est plus grand que Manon et vous seul. C'est pour tous les enfants qui méritent une chance équitable. » Manon, qui avait écouté en silence, leva la main comme si elle était en classe. « Je peux dire quelque chose ?» Les deux adultes se tournèrent vers elle. « Mon papa dit toujours que faire ce qui est juste est parfois difficile. Mais si nous ne le faisons pas, qui va le faire ?» La sagesse contenue dans ces mots laissa Théo sans voix pendant un instant. Dans le manoir des Bernard, à Neuilly-sur-Seine, Sophie Bernard jeta le journal par terre avec une telle force que son café se renversa sur la table en marbre italien. « C'est une déclaration de guerre !» cria-t-elle à son mari Laurent, qui lisait les nouvelles sur son iPad avec une expression de plus en plus inquiète. « Sophie, je crois que nous avons sous-estimé la situation. Cela échappe à tout contrôle. Ça n'échappe à rien du tout. Cet avocat arrogant croit qu'il peut nous intimider, mais il ne sait pas à qui il a affaire. » Sophie prit son téléphone et commença à passer des appels. Son premier appel fut à Marc Dubois, le directeur des communications de son entreprise hôtelière. « Marc, j'ai besoin que vous prépariez une campagne de dénigrement immédiatement. Cet article d'aujourd'hui, je veux que vous discréditiez chaque mot. » Son deuxième appel fut à Isabelle Laurent. « Isabelle, j'espère que vous avez un plan pour contrôler cette situation. » La voix d'Isabelle tremblait. « Sophie, je ne sais pas si nous pouvons... Les documents publiés sont réels. Anne Martin nous a trahis. Les documents sont sans importance. Ce qui compte, c'est la narration. Et notre narration, c'est qu'un avocat ambitieux utilise une enfant pour attaquer une institution respectable. Je ne suis pas sûr que les gens le verront ainsi. Les gens verront ce que nous voulons qu'ils voient. Faites-moi confiance. » Pendant que Sophie organisait sa contre-attaque, elle ne savait pas que ses appels étaient surveillés par une équipe d'enquêteurs que Théo avait engagée. Tout ce qu'elle dirait à partir de ce moment serait documenté et, si nécessaire, utilisé contre elle. À Saint-Louis, le même matin, malgré le samedi, M. Henry était allé au collège pour récupérer du matériel de musique. Il fut surpris de trouver Isabelle Laurent dans son bureau, entourée de journaux et les larmes aux yeux. « Isabelle, ça va ?» Elle leva les yeux, le maquillage coulé. « Henri, qu'ai-je fait? Qu'est-ce que je suis devenu ?» M. Henry s'assit en face d'elle. « Vous voulez en parler ?» Isabelle se laissa tomber sur sa chaise. « Quand j'ai commencé à diriger ce collège, j'avais des idéaux. Je voulais former des jeunes intègres, créer un environnement où chacun pourrait s'épanouir. Quand tout est-il devenu une question d'argent et de pouvoir? Il n'est peut-être jamais trop tard pour se souvenir de ces idéaux. » Isabelle le regarda avec désespoir. « Sophie me tient. Si je ne fais pas ce qu'elle veut, elle retire tout le financement. Le collège s'effondrerait financièrement. Et si vous faites ce qu'elle veut, le collège s'effondre moralement.
La question résonna dans le bureau comme un écho de la conscience. Cet enfant, Manon, ce qu'elle a dit était vrai. Tout était vrai. Monsieur Henry se pencha en avant. Alors il est peut-être temps d'agir selon cette vérité. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, le hashtag « Justice pour Manon » était devenu une tendance mondiale. Des milliers de personnes partageaient leurs propres histoires de discrimination éducative, de classisme, de systèmes qui favorisaient les privilégiés au détriment des méritants. Julie Robert, une professeure des écoles à Montreuil, écrivit « J'ai vu trop d'enfants brillants se perdre parce que le système les a convaincus qu'ils n'avaient pas leur place. Justice pour Manon nous rappelle que tous les enfants méritent de rêver en grand. » David Lefebvre, un entrepreneur qui avait grandi dans la pauvreté, tweeta « J'étais cet enfant boursier qui ne collait pas. Aujourd'hui, je dirige une entreprise de 200 employés. » Merci Manon de nous rappeler que le talent n'a pas de nom de famille ni de code postal. Mais toutes les réactions n'étaient pas positives. Sophie Bernard avait réussi à mobiliser ses alliés, et des articles commencèrent à apparaître remettant en question les motivations de Théo, suggérant qu'il utilisait l'enfant pour gagner en notoriété, insinuant que la famille Moreau manipulait la situation. Le dimanche après-midi, chez Théo, Gabriel était resté inhabituellement silencieux pendant le déjeuner dominical. Finalement, il s'adressa à son père. « Papa, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent aux infos sur Manon ?» Théo posa sa fourchette. « Qu'est-ce qu'ils disent? Que tu l'utilises pour devenir célèbre. Et qu'elle et son papa sont des menteurs. » Élise, la femme de Théo, rejoignit la conversation. Les commentaires sur les réseaux sociaux sont très durs, certains très cruels. Théo sentit une pointe de culpabilité. Avait-il exposé Manon et Paul à quelque chose de pire que ce qu'ils affrontèrent déjà? « Gabriel, qu'est-ce que tu penses de Manon ?» Le garçon réfléchit un instant. « Je crois que c'est la personne la plus courageuse que je connaisse, et je crois qu'elle a raison dans ce qu'elle dit. » Pourquoi? Parce que j'ai aussi vu comment il traite le personnel de l'école, et je n'ai jamais aimé ça, mais je n'ai jamais rien dit. Elle l'a fait. Théo regarda son fils avec des yeux nouveaux. « Tu aimerais l'aider? » « Comment? » « Demain, il y aura une réunion au collège. Les parents vont décider si Manon peut rester ou non. Ta voix compte aussi. » Gabriel hocha la tête avec détermination. « Je veux aider. » Lundi matin, Saint-Louis. La réunion extraordinaire des parents avait été convoquée pour 10 heures du matin. L'auditorium était rempli à pleine capacité, avec des caméras de télévision et des journalistes au fond. Ce qui avait commencé comme une affaire interne à l'école était devenu un débat national. Isabelle Laurent monta sur le podium avec une expression mêlant nervosité et détermination. Elle avait pris une décision pendant la nuit, une décision qui allait changer le cours de sa carrière et peut-être de sa vie. Bonjour. Cette réunion a été convoquée pour discuter de la situation de l'élève Manon Moreau et des accusations rendues publiques concernant les politiques de notre collège. Un murmure parcourut l'auditorium. Avant que le débat ne commence, j'ai quelque chose à dire. Isabelle inspira profondément. Au cours des derniers jours, j'ai profondément réfléchi aux valeurs que nous devrions représenter en tant qu'institution éducative, et je suis arrivé à une conclusion douloureuse mais nécessaire. La tension dans l'auditorium était palpable. Les accusations contre Paul Moreau sont fausses. Elles ont été fabriquées en représailles du courage de sa fille. Et moi, j'ai été complice de cette injustice. L'auditorium éclata en murmures et exclamations. Sophie Bernard se leva. « Isabelle, vous ne savez pas ce que vous dites. Je sais exactement ce que je dis. » Isabelle la regarda directement. « Je dis qu'une fillette de 7 ans a fait preuve de plus d'intégrité et de courage que moi en 30 ans de carrière éducative. » Elle se tourna vers le reste de l'audience. « Manon Moreau ne reste pas seulement à Saint-Louis. Elle reste avec une bourse complète, avec les honneurs académiques et avec mes excuses publiques pour avoir permis qu'elle soit traitée injustement. » Sophie Bernard était furieuse. « C'est inacceptable. Le conseil d'administration va être mis au courant. » Isabelle sourit avec sérénité. « Le conseil d'administration est déjà au courant. Je leur ai envoyé ma démission ce matin, effective immédiatement. » L'auditorium resta dans un silence absolu. Mon successeur sera élu par un processus démocratique, avec la participation des parents, des élèves et du personnel. Et la première politique que je recommande de mettre en œuvre sont les nouvelles règles de Manon, adaptées comme code de conduite officiel du collège. Du fond de l'auditorium, une petite voix s'éleva au-dessus du silence. « Je peux dire quelque chose ?» Tous se tournèrent. Manon Moreau, main dans la main avec son père, marchait lentement vers le devant de l'auditorium. Isabelle sourit et lui tendit le microphone. « La scène est à toi, Manon. » La fillette regarda toute l'audience, parents, professeurs, journalistes, caméras de télévision,
et parla avec la même clarté et conviction qu'elle avait montrée des semaines auparavant. « Je veux juste dire merci. Merci à tous ceux qui ont cru qu'une petite fille pouvait avoir raison. Et à ceux qui n'ont pas cru, je les remercie aussi. »« Pourquoi ?» demanda quelqu'un de l'audience. « Parce qu'ils m'ont appris que changer les choses est difficile. Mais ils m'ont aussi appris que ça vaut la peine d'essayer. » Les applaudissements commencèrent lentement, avec M. Henry depuis son siège au 5e rang. Puis Gabriel se joignit, après son père Théo, puis Alice et les élèves qui s'étaient assis ensemble dans les rangs du milieu. En moins d'une minute, tout l'auditorium était debout et applaudissait, sauf Sophie Bernard et son petit groupe d'alliés, qui quittèrent les lieux avec des expressions de défaite et de rage. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. La vraie transformation ne faisait que commencer. Chapitre 6. 3 mois plus tard, le Collège international Saint-Louis avait changé d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Les nouvelles règles de Manon n'étaient pas seulement un code de conduite, elles étaient devenues une philosophie éducative étudiée et reproduite dans les écoles de toute la France. Docteur Julien Dufour, le nouveau directeur, élu démocratiquement par la communauté éducative, avait mis en œuvre des changements profonds. Les couloirs qui résonnaient autrefois de murmures classistes vibraient désormais de conversations entre élèves de toutes origines socio-économiques. La cantine avait éliminé les divisions tacites entre boursiers et non-boursiers. Les festivals scolaires célébraient la diversité culturelle au lieu d'homogénéiser l'expérience étudiante. Manon, maintenant en 2e année, était devenue quelque chose qu'elle n'avait jamais cherché à être, un symbole. Mais plus importante encore, elle restait une fillette de 8 ans qui aimait dessiner, qui se débattait avec les mathématiques et qui préférait toujours passer du temps avec son père qu'avec tout adulte célèbre qui voudrait la rencontrer. Au bureau de Théo un vendredi après-midi, Théo examinait les documents de l'affaire la plus satisfaisante de sa carrière, le procès civil contre Sophie Bernard et son réseau d'influence pour discrimination, abus de pouvoir et fabrication de preuves. L'affaire avait établi d'importants précédents juridiques pour la protection des étudiants boursiers et du personnel de service dans les établissements d'enseignement privés. Sophie entra avec un sourire. « Maître Dubois, vous avez une visite spéciale. » Manon et Paul entrèrent dans le bureau. La fillette portait un dossier de dessin coloré. « Monsieur Théo !» Manon courut vers lui. « Je vous ai apporté quelque chose. » Théo s'agenouilla pour recevoir l'étreinte, qui était devenue un rituel de leur rencontre. « Qu'est-ce que tu m'as apporté cette fois, petite révolutionnaire ?» Manon ouvrit le dossier avec cérémonie. « Ce sont des dessins de ma nouvelle école. » Enfin, elle n'est pas nouvelle, mais on dirait une nouvelle. Les dessins montraient des enfants de différentes couleurs jouant ensemble, des adultes souriant en travaillant, des salles de classe où tous les élèves levèrent la main pour participer. « C'est mon préféré, dit-elle, montrant un dessin où une petite fille était sur une scène devant beaucoup de gens. « C'est moi, mais ça peut aussi être n'importe quel enfant qui veut dire quelque chose d'important. » Théo étudia le dessin attentivement. Dans l'auditorium, elle avait dessiné des visages de toutes les couleurs, âges et expressions. Certains souriaient, d'autres semblaient pensifs, certains même semblaient confus, mais tous écoutaient. « C'est parfait, Manon, je peux le garder ?»« Bien sûr, pour que vous vous souveniez que les enfants aussi ont des choses importantes à dire. » Paul, qui avait observé l'interaction avec le sourire fier qui semblait maintenant permanent sur son visage, s'adressa à Théo. « Maître Dubois, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Paul, laissez-moi vous demander quelque chose. Êtes-vous heureux ?» La question surprit le concierge. « Heureux ? Oui. Vous sentez-vous valorisé? Sentez-vous que votre travail a un sens ?» Paul réfléchit un instant. « Pour la première fois depuis des années, oui. Les élèves me saluent par mon nom. Les parents me remercient quand j'arrange quelque chose. La semaine dernière, Madame Marie Dupont, une mère de 5e, m'a demandé mon avis sur la façon d'améliorer le jardin. Mon avis, Maître Dubois, à moi. C'est la seule chose que je voulais accomplir, que vous vous sentiez vu, valorisé, respecté. » Manon, qui avait écouté, leva la main à nouveau. « Je peux dire quelque chose ?» Les deux adultes se tournèrent vers elle. « Je crois que nous avons tous gagné. J'ai gagné une meilleure école. Papa a gagné le respect. Vous avez gagné. » Elle fit une pause pensive. « Qu'avez-vous gagné, monsieur Théo ?» La question le prit au dépourvu. Qu'avait-il gagné? Il avait risqué sa réputation, il avait dépensé du temps et des ressources dans une affaire qui ne lui rapportait pas de gains économiques, il avait affronté des attaques médiatiques et professionnelles. « J'ai gagné quelque chose que je ne savais pas que j'avais perdu, » dit-il finalement. « Quoi ? Ma boussole morale. Pendant des années, j'ai utilisé mon talent seulement pour gagner de l'argent et du prestige. Vous m'avez rappelé pourquoi je suis devenu avocat en premier lieu.
pour défendre ceux qui n'ont pas le pouvoir de se défendre seuls. À Saint-Louis, pendant le déjeuner, la transformation la plus notable était dans les petits moments quotidiens. Gabriel Dubois, le fils de Théo, déjeunait maintenant régulièrement avec Manon, Alice, Lucas, Léa et Tom. Leur table était passée de 2 à 8 élèves de différents niveaux et origines. « Vous avez vu qu'ils vont faire un film sur ce qui s'est passé ?» commenta Léa entre 2 bouchées de son sandwich jambon-fromage. « Vraiment ?» Manon s'enthousiasma. « Qui va jouer mon rôle ?»« Ils ont dit qu'ils allaient chercher une fille normale, pas une actrice célèbre, » répondit Gabriel. « Ils veulent que ce soit authentique. » Lucas, qui avait retrouvé sa voix après des mois de thérapie pour surmonter le harcèlement qu'il avait subi, se joignit à la conversation. « L'important n'est pas le film, l'important c'est que maintenant, d'autres enfants dans d'autres écoles vont savoir qu'ils peuvent parler quand quelque chose ne va pas. » Alice hocha la tête vigoureusement. « Ma cousine à Marseille m'a dit que dans son collège, ils ont déjà mis en œuvre certaines des règles, surtout celles où personne ne peut rester seul à la récréation s'il ne le veut pas. Et vous savez ce qui est le mieux ?» ajouta Tom. « C'est que ça ne semble plus bizarre d'être ami avec des gens différents. Avant, c'était comme s'il y avait des règles invisibles sur qui on pouvait fréquenter. » Manon mordit sa pomme pensivement. « Mon papa dit que les règles invisibles sont les plus dangereuses parce que les gens les suivent sans se rendre compte qu'elles existent. » La conversation fut interrompue par Antoine Bernard, qui s'approcha de la table avec une expression différente de l'arrogance qu'il avait montrée des mois auparavant. Depuis le scandale, il était resté plus silencieux, plus réfléchi. Sa famille avait dû faire face non seulement à l'humiliation publique, mais aussi à des enquêtes légales et fiscales qui avaient révélé des irrégularités dans leurs affaires. « Ah non, je peux te parler un instant ?» Les autres enfants se crispèrent, s'attendant à une autre confrontation, mais Manon hocha calmement la tête. « Bien sûr !» Antoine s'assit sur une chaise vide, visiblement mal à l'aise. « Je voulais te demander pardon pour tout ce que j'ai dit, pour la façon dont je t'ai traité, pour la façon dont j'ai traité ton papa. » Manon l'étudia avec ses yeux qui semblaient voir au-delà de la surface. « Pourquoi ? Parce que j'avais tort. Et parce que ma façon de traiter les gens a fait de moi quelqu'un que je n'aime pas. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?» Antoine inspira profondément. « Je vais essayer d'être meilleur. Je ne sais pas si je peux réparer tout le mal que j'ai fait, mais je peux commencer à me comporter comme j'aurais dû me comporter depuis le début. » Manon tendit sa petite main. « Tout le monde mérite une deuxième chance. » Quand Antoine lui serra la main, plusieurs élèves dans la cantine les observèrent avec surprise. C'était un petit moment, mais symbolique d'une transformation plus profonde. À la maison des Moreau, ce soir-là, Paul et Manon partageaient leur dîner habituel. Cette fois du poulet basquez, leur plat préféré, tout en discutant de leur journée. La petite table de la cuisine était devenue l'endroit où ils digéraient tous les changements extraordinaires de leur vie. « Papa, tu crois qu'on a bien fait ?» Paul leva les yeux de son assiette, surpris par la question. « À quoi fais-tu référence, ma princesse ?»« À tout ça, à changer les choses. Parfois, je pense à comment c'était avant, quand tout était plus silencieux, plus normal. » Paul posa sa fourchette et se concentra entièrement sur sa fille. « Tu regrettes d'avoir parlé ?» Manon secoua la tête immédiatement. « Non. Mais parfois, c'est fatigant que tout le monde s'attende à ce que je dise toujours des choses importantes. Parfois, je veux juste être une fille normale. » Paul sourit avec compréhension. « Tu sais quoi, Manon? Tu es une fille normale. Une fille normale qui a eu le courage de faire quelque chose d'extraordinaire. Mais ça ne veut pas dire que tu dois être extraordinaire tous les jours. Alors je peux juste jouer et dessiner et être mauvaise en maths comme n'importe quelle autre fille. Surtout parce que tu es mauvaise en maths. » Paul rit. « Bien que nous devrions peut-être travailler là-dessus. » Manon fit une grimace exagérée et tous deux éclatèrent de rire. « Papa, tu es heureux maintenant ?» C'était la deuxième fois de la journée que quelqu'un lui posait une question sur son bonheur. Cela semblait être une question que les enfants posaient naturellement, mais que les adultes se posaient rarement entre eux. « Oui, Manon, je suis plus heureux que je ne l'ai été depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que je suis fier d'aller travailler. Parce que quand je marche dans les couloirs du collège, je sens que j'ai ma place. Et parce que ma fille m'a appris qu'être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur, mais faire ce qui est juste malgré la peur. » Manon sourit et retourna à son repas, satisfaite de la réponse. Chapitre 6. 6 mois plus tard, la nouvelle tradition annuelle. Saint-Louis avait institué une nouvelle cérémonie annuelle, la Journée des Nouvelles Voix, où chaque année, un élève de n'importe quel niveau pouvait présenter des propositions pour améliorer la vie scolaire. La cérémonie se déroulait dans le même auditorium où Manon avait parlé pour la première fois, mais l'ambiance était désormais complètement différente. Emma Dubois, une élève de 6e,
fille d'immigrants sénégalais, était sur le podium présentant sa proposition pour un programme d'échange culturel permettant aux élèves de partager leurs traditions familiales. Gabrielle Lefebvre, de CM2, avait proposé un système de parrainage où les élèves plus âgés aideraient les nouveaux à s'adapter socialement et académiquement. Clara Dupont, de CM1, avait élaboré un plan pour réduire le gaspillage alimentaire à la cantine scolaire. Théo, qui faisait désormais partie du conseil des parents, observait depuis l'auditorium aux côtés d'Isabelle Laurent, qui avait décidé de rester au collège en tant que simple professeur de littérature. « Je n'aurais jamais pensé voir des changements aussi profonds en si peu de temps », commenta Isabelle à voix basse. « Les enfants sont des catalyseurs naturels du changement », répondit Théo. Il suffisait de leur donner la permission de l'utiliser. Manon, maintenant en CE2, était assise au premier rang avec son nouveau carnet, plus arc-en-ciel mais d'un élégant bleu qu'elle avait choisi parce qu'il avait l'air plus sérieux. Elle prenait des notes de chaque présentation, non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle s'intéressait sincèrement aux idées de ses camarades. Lorsque les présentations furent terminées, le docteur Dufour monta sur le podium. Comme chaque année, nous tenons à remercier tous les élèves qui ont eu le courage de partager leurs idées. Mais nous tenons particulièrement à reconnaître l'élève qui nous a appris que les plus petites voix portent parfois les messages les plus grands. Tous se tournèrent vers Manon qui rougit mais garda sa contenance. « Manon Moreau, voudriez-vous venir sur scène ?» Manon marcha vers le podium avec la confiance tranquille qu'elle avait développée au fil des mois. Elle n'était plus la fillette tremblante qui avait défié le système. C'était une jeune fille qui avait vu grandir les fruits de son courage. L'année dernière, une fillette courageuse nous a rappelé que nous avons tous le droit d'être entendus. Cette année, ce sont de nombreuses voix qui nous ont inspirés. Qu'en penses-tu, Manon ? Manon prit le microphone et regarda l'auditoire. Ses yeux s'arrêtèrent sur Paul, qui l'observait avec la même fierté que toujours, puis sur Théo et Gabrielle, sur Monsieur Henri, sur ses nouveaux amis, sur les professeurs qui la connaissaient désormais non seulement comme la fille du discours, mais comme Manon. Je crois que la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est que changer les choses n'est pas quelque chose que l'on fait une fois, et c'est tout. C'est quelque chose que l'on doit faire tous les jours, avec de petites et de grandes décisions. Elle fit une pause, organisant ses pensées avec le sérieux de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Et j'ai appris que quand on parle pour quelque chose en quoi on croit, on n'est jamais vraiment seul. Même quand il semble que personne ne vous écoute, il y a toujours quelqu'un qui avait besoin d'entendre exactement ce que vous aviez à dire. Les applaudissements qui suivirent furent différents de la première fois. Ce n'étaient pas les applaudissements surpris d'adultes impressionnés par la précocité d'une enfant. C'étaient les applaudissements de reconnaissance d'une communauté qui avait grandi ensemble. « Et quelle est ta nouvelle règle pour cette année ?» demanda le docteur Dufour. Manon sourit. « Ma nouvelle règle est qu'il n'y a pas toujours besoin de nouvelles règles. Parfois, ce dont nous avons besoin, c'est de mieux vivre les règles que nous avons déjà. » Épilogue. 2 ans plus tard, le documentaire La liste de Manon avait remporté plusieurs prix internationaux et avait inspiré des changements dans les politiques éducatives de 12 pays. Mais pour Manon Moreau, maintenant âgée de 10 ans, la vie avait retrouvé un rythme normal, qui incluait des examens de mathématiques, dans lesquels elle s'était considérablement améliorée, des cours de piano avec Monsieur Henri, qui était revenu de la retraite à sa demande spéciale, et des aventures quotidiennes avec son groupe d'amis, qui incluait désormais des élèves de tous les niveaux. Théo avait restructuré son cabinet pour consacrer 40% de ses affaires au travail pro bono, se spécialisant dans les droits éducatifs et la protection des mineurs. Sa relation avec Gabrielle s'était considérablement renforcée et ils passaient désormais leur dimanche à faire du bénévolat dans une fondation qui aidait les étudiants boursiers à s'adapter à de nouveaux environnements éducatifs. Paul avait été promu chef d'équipe de la maintenance, avec une équipe de 5 personnes sous sa responsabilité. Plus important encore, il avait commencé des études du soir en administration éducative, avec le rêve de travailler un jour sur des politiques visant à rendre les écoles plus inclusives. Isabelle Laurent avait trouvé sa véritable vocation en tant que professeure. Ses cours de littérature étaient les plus populaires du collège, et elle avait développé un programme d'écriture créative où les élèves exploraient des thèmes de justice sociale et de changement personnel. Saint-Louis était devenu un modèle d'éducation inclusive. Il recevait des visites d'éducateurs du monde entier, et les règles de Manon avaient été adaptées et mises en œuvre dans plus de 200 écoles, en France et en Europe. Mais peut-être le changement le plus significatif était invisible. La culture de l'école avait évolué d'une hiérarchie rigide à une communauté authentique où chaque voix comptait,
où la diversité était célébrée et où le mérite était défini non seulement par le rendement scolaire, mais par la capacité à contribuer au bien-être commun. Un après-midi ordinaire, dans le jardin de Saint-Louis, Manon était assise sous le chêne centenaire qui dominait la cour, lisant un livre pour son cours de littérature. Louis, un nouvel élève de CP qui était arrivé cette semaine avec une bourse, s'approcha timidement. « Bonjour, dit-il à voix basse. C'est toi qui as changé toute l'école. » Manon leva les yeux de son livre et sourit. « Bonjour, je suis Manon. Comment tu t'appelles ?»« Louis. Ma maman m'a dit que grâce à toi, je peux étudier ici. » Manon ferma son livre et lui fit de la place sur le banc. « Tu sais quoi, Louis? L'école a changé parce que beaucoup de gens ont décidé qu'elle devait changer. J'ai juste dit ce que je pensais. Tu veux que je te montre où sont tes salles de classe ?» Alors qu'ils marchaient ensemble vers le bâtiment principal, Louis demanda « Tu crois que moi aussi je pourrais changer des choses un jour ?» Manon s'arrêta et le regarda sérieusement. « Louis, tous les jours tu changes des choses. Chaque fois que tu es gentil avec quelqu'un, chaque fois que tu fais bien ton travail, chaque fois que tu défends un ami. Les grands changements sont faits de millions de petits changements. Et si j'ai peur, alors tu es normal. Moi aussi j'ai peur parfois. Mais mon papa m'a appris qu'être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur. Ça signifie faire ce qui est juste même si tu as peur. » Louis hocha la tête avec le sérieux de celui qui reçoit un conseil très important. « On peut être amis ? Bien sûr. Et demain, je te présente tous mes autres amis. Tu vas beaucoup les aimer. » Alors qu'il s'éloignait vers les salles de classe, Paul observait depuis la fenêtre de son bureau. Sa fille avait beaucoup grandi en ces 2 ans, mais elle restait la même enfant empathique et sage qui avait eu le courage de défier un système injuste. Sur son bureau, il avait une photo encadrée de la cérémonie de l'année précédente, où Manon avait reçu une reconnaissance du ministère de l'Éducation pour sa contribution à la justice éducative. Mais à côté de cette photo formelle, il en avait une autre qu'il appréciait encore plus, Manon jouant au football à la récréation avec des enfants de tous les niveaux, couleurs et origines, riant sans souci, étant simplement une fillette de 10 ans qui avait appris que changer le monde ne nécessitait pas de cesser d'être qui l'on est. L'histoire de Manon avait finalement été bien plus que le récit d'une fillette courageuse. Elle était devenue l'histoire de la façon dont toute une communauté avait redécouvert ses valeurs, de la façon dont les adultes avaient retrouvé les leçons de justice et de compassion qu'ils avaient un jour connues, et de la façon dont les changements les plus importants ne viennent pas toujours d'en haut, mais des voix les plus authentiques et les moins attendues. Dans le nouveau carnet que Manon portait maintenant, la première page avait une seule ligne écrite de sa main soignée. Règle numéro 1, n'oublie jamais que nous sommes tous importants. Parce qu'au final, ce fut sa plus grande leçon. Non pas qu'elle était spéciale, mais que tous l'étaient. Et que reconnaître la dignité et la valeur de chaque personne n'était pas seulement la base d'une bonne école, mais d'une bonne société. Les changements qu'elle avait inspirés continueraient bien après qu'elle ait obtenu son diplôme, qu'elle soit allée à l'université et qu'elle ait construit sa propre vie. Mais elle se souviendrait toujours du matin où une fillette de 7 ans avait décidé que les règles injustes n'avaient pas à être permanentes, et que parfois la plus petite voix dans la pièce est celle qui a la chose la plus importante à dire. Cette histoire nous a montré que le courage peut se présenter sous les plus petits emballages, et qu'un enfant peut enseigner au monde la justice et la dignité. Si le parcours de Manon vous a ému, faites-nous savoir dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez, et quelle est la partie qui vous a le plus touché le cœur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui célèbrent le courage, la justice et le pouvoir transformateur de faire ce qui est juste. Quelle histoire aimeriez-vous que nous racontions la prochaine fois? Vos idées sont toujours les bienvenues.